Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, petit point sur le chapitre de seconde, le modèle britannique et son influence. Donc pour cette thématique, nous allons composer une série de 3 vidéos qui va reprendre qui vont reprendre tout simplement les principaux points de ce chapitre. Donc le modèle britannique et son influence. Pourquoi on axe en fait ce chapitre autour du modèle britannique? C'est que tout simplement au XVIIe siècle, les Britanniques vont s'armer d'un modèle politique qui va être très différent de celui qu'on a pu étudier dans le chapitre précédent, c'est-à-dire la monarchie absolue, notamment en France. Les Britanniques de leur côté vont développer un concept très différent qui est celui de la monarchie absolue. Donc on le verra, monarchie absolue qui va être la résultante notamment de 2 révolutions qui va notamment mettre en affrontement direct le roi et le parlement. Donc ce régime politique extrêmement exceptionnel pour l'époque va mettre en avant en fait des règles qui vont garantir des libertés, qui vont limiter l'arbitraire, et ces règles, on le verra dans le chapitre, vont influencer notamment les plus grands penseurs de l'époque, que sont les philosophes des Lumières, y compris en France, notamment dans leur réflexion sur un État garantissant les libertés et régissant notamment les principes fondés sur la raison. Toutefois, ce système anglais ne va pas être exempt de contradictions, puisque effectivement, on va pouvoir voir que de la contestation de ce modèle va naître notamment les États-Unis, et notamment ce sera le dernier point qu'on verra. Notamment, on va pouvoir étudier la mise en place notamment de la nouvelle constitution américaine à l'issue de cette révolution américaine. Donc ça sera le dernier point qu'on verra dans ce chapitre. Donc la problématique, je vous la rappelle, de ce chapitre, c'est en quoi le modèle britannique, par ses principes et ses limites, contribue-t-il à l'émergence d'une nouvelle pensée politique au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc pour commencer, on va s'axer sur le modèle anglais. Donc pour commencer à étudier ce modèle anglais, on va étudier tout d'abord le contexte de la situation de l'Angleterre autour de l'époque moderne. Donc déjà, il faut rappeler que vers 1660, l'Angleterre est peuplée d'environ 5 millions d'habitants, à peu près 22 millions en France par comparaison, et elle va posséder l'Irlande et également l'Écosse grâce notamment à ses différentes lignées dynastiques. Ce qu'on peut dire également, c'est le fait que la religion principale est l'anglicanisme, notamment depuis la décision d'Henri VIII, que vous avez à l'image, de s'émanciper notamment de la papauté de Rome en 1531. Donc ça, on a pu le voir notamment dans les chapitres précédents. Donc ce qu'il faut rajouter cependant, et ça va avoir une importance par la suite, c'est qu'il existe d'autres formes de protestantisme, que sont notamment les puritains. Donc les puritains qui sont notamment des protestants qui veulent que la religion anglicane s'éloigne le plus possible notamment du pouvoir royal et également du catholicisme. Également, on le verra, il va y avoir également quelques catholiques de présent, donc on va avoir quelques formes de minorités religieuses au sein du pays. Également, chose très intéressante par rapport notamment à un système comme la France, c'est tout simplement que le royaume va fonctionner de manière très différente. Tout d'abord, il n'y a pas de constitution écrite, donc tout repose sur la coutume. Donc le pouvoir est aux mains à cette époque-là de la dynastie des Stuart, notamment à la suite du long règne d'Élisabeth Ier. Et d'ailleurs, ça nous amène à une autre chose, c'est le fait que, par exemple, dans les règles de succession, on n'exclut pas notamment les femmes de la couronne. Autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est le fait que depuis le XIIIe siècle et l'adoption de la Magna Carta, le pouvoir royal est contrebalancé par le contrôle du Parlement, composé de 2 chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Donc la Chambre des Lords, ce sont notamment les princes du royaume et les hauts membres du clergé, et la Chambre des communes, ce sont des membres élus des comtés et des bourgs. Donc leurs compétences, donc celles du Parlement, elles sont assez, les compétences sont assez larges et évoluent progressivement au fil notamment des différentes lois, et on le verra notamment dans ce chapitre.
Cependant, comme on peut le voir notamment sur le schéma, on peut voir que notamment le roi possède un droit de veto pour tenter de limiter le pouvoir du Parlement. Autre spécificité du modèle, on va aller assez vite là-dessus, c'est le fait que il y a aussi une importance des autorités locales, notamment dans les villes, on a des maires et leurs adjoints qui vont posséder des pouvoirs judiciaires importants, et dans les comtés, excusez-moi, ce sont les shérifs qui vont être assistés de juges de paix au pouvoir judiciaire, économique et religieux. Donc concernant l'époque moderne, maintenant qu'on a vu un petit peu ce contexte, maintenant on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur les événements qui vont marquer cette époque. Donc à la fin des années 1630, donc je vous l'ai dit, ce sont les Stuarts qui sont au pouvoir, et notamment la personne que vous avez à l'écran, qui est Charles Ier. Ce dernier a la volonté de créer un État moderne et va s'opposer rapidement au Parlement. Par exemple, entre 1628 et 1640, Charles Ier refuse de convoquer le Parlement. Cependant, Charles Ier il va se retrouver vite en difficulté, notamment à cause du fait qu'il va subir plusieurs défaites militaires, et très rapidement on va lui reprocher sa volonté de régner en monarque absolu. Et ce qui va se passer, c'est que à cela va se rajouter le fait qu'il va y avoir un fort conflit religieux qui va se greffer, notamment entre les puritains qui sont plutôt proches des parlementaires et qui veulent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'éloigner du pouvoir royal, et vous avez les protestants qui sont plutôt proches du pouvoir royal. Donc du coup, en sous-texte, vous avez un conflit religieux. Et donc, face à cette situation, les tensions vont aboutir à une guerre civile très importante qui vont déchirer l'Angleterre entre 1642 et 1649, ce qu'on appelle la première révolution anglaise. Et donc cette guerre civile va être extrêmement importante, puisqu'elle va en fait être un affrontement entre les armées du Parlement, qui vont être menées par un homme dont on va revoir tout à l'heure, dont on va reparler tout à l'heure, c'est Olivier Cromwell, et de l'autre côté, les armées royales. Et donc au final, vous avez un homme sur 4 qui va être enrôlé dans l'armée, et au final, vous allez avoir 200 000 morts. Et finalement, c'est l'armée du Parlement, dirigée par Olivier Cromwell, qui va prendre le dessus, et finalement, le roi va être jugé en 1648 par une haute cour de justice qui va le condamner à mort. À partir de là, en février 1649, vous allez avoir le fait que la monarchie va être abolie, et va laisser place à un Commonwealth, alors qui est tout simplement une république dirigée par un conseil d'État de 41 membres. Cromwell, que vous avez à l'image, gouverne en tant que Lord Protecteur. Cependant, cela va se gâter assez rapidement, puisque son pouvoir va se transformer rapidement en dictature. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que à sa mort, il va se poser la question de sa succession, et le Parlement va accepter en 1660 le retour de Charles II, un nouveau roi, donc le fils de Charles Ier, pour éviter de basculer dans une nouvelle guerre civile. Et donc cette période va être une période de l'affirmation du Parlement. Donc Charles II, je vous l'ai dit, arrive au pouvoir, et donc ce Charles II est quelqu'un qui est également favorable au pouvoir royal. Certes, les tensions s'apaisent un tout petit peu, mais le fait qu'il soit favorable à un pouvoir royal fort, le fait qu'il soit également favorable au catholicisme, fait tout simplement que le Parlement va craindre une dérive absolutiste de sa part. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le Parlement va faire voter différentes lois pour limiter son pouvoir. Donc notamment, vous avez deux lois qu'on peut mettre en avant, la Bill du test, donc Bill du test qui est une loi qui dit que les fonctionnaires doivent obligatoirement rejeter la religion catholique, l'autorité du pape et le dogme catholique, il doit être forcément anglican ou puritain. Donc du coup, en fait, on veut limiter le nombre d'alliés au roi, et également, la plus importante, l'habeas corpus en 1679, qui est tout simplement une loi qui est là pour limiter les arrestations arbitraires. Donc ce texte va établir un petit peu les conditions dans lesquelles les arrestations doivent se réaliser. Bref,
le pouvoir de Charles II va être grandement limité par ces différentes lois. Donc du coup, il va finir son règne avec ces lois-là, et finalement, c'est le duc d'York qui va lui succéder, et qui va prendre le nom de Jacques II. Donc Jacques II, c'est tout simplement le frère de Charles II. Donc ce Jacques II, lui, va s'afficher ouvertement comme catholique. Il va d'ailleurs être marié avec une catholique, donc du coup, il va soulever la crainte en fait d'un rétablissement du catholicisme par la force. Et il semble également être grandement dans la continuité de son frère. Donc face à cette situation qui semble assez très délicate, vous allez avoir le Parlement qui va tout simplement faire appel à un prince hollandais, Guillaume d'Orange, qui par le jeu des mariages est tout simplement le gendre de Jacques II, puisqu'il est marié avec Marie II, comme on peut le voir là sur l'arbre généalogique. Et donc, ils vont demander à Guillaume d'Orange de prendre le pouvoir. Donc ce dernier, en 1688, va prendre les armes, va en fait tout simplement débarquer en Angleterre, et tout simplement, l'armée va alors se retourner contre Jacques II et soutenir Guillaume d'Orange, et ce dernier va tout simplement partir, se réfugier en France, à la cour de Louis XIV. Et donc du coup, le Parlement va décider tout simplement de négocier l'arrivée de Guillaume d'Orange au pouvoir. Et donc cette négociation va passer par un texte qui est devenu extrêmement important. C'est tout simplement ce qu'on appelle le Bill of Rights de 1689, ce qu'on appelle la Déclaration des droits. Et donc pour beaucoup, ce Bill of Rights va être le développement d'une monarchie parlementaire puissante. Donc qu'est-ce que dit ce Bill of Rights? Ce Bill of Rights, ce Bill of Rights, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout simplement être un compromis entre le roi et le Parlement qui va définir les droits individuels et collectifs des Anglais. On a notamment les libertés fondamentales qui vont être réaffirmées, à l'image du droit de vote, de pétition ou d'expression. Ce texte va également garantir aussi une constitution pour le royaume, qui va notamment permettre la séparation du pouvoir, une séparation du pouvoir qui va être renforcée entre le Parlement et le roi. Et désormais, la loi va s'imposer au roi, et en fait, le Parlement va posséder la réalité du pouvoir. Ce dernier va devenir une institution qui va être permanente, qui va être en charge notamment du vote des impôts. Également, ce qu'on peut dire, c'est que le Premier ministre va devenir progressivement le chef du pouvoir. Et comme on peut le voir, d'autres petites lois même des lois très importantes vont suivre, notamment la liberté de culte, le fait que les ministres soient choisis par la majorité des communes, le fait qu'on a une liberté de la presse qui va permettre notamment des débats assez importants pour les élections. Bref, effectivement, on a une évolution très radicale du pouvoir parlementaire. L'un des grands symboles est tout simplement le fait que le Parlement va intervenir directement dans l'organisation de l'État royal. Donc vous avez notamment deux lois très importantes. Vous avez l'acte d'union en 1707 qui va permettre la fusion de l'Écosse avec l'Angleterre dans un État unique avec un seul roi et un seul Parlement à Londres, où les Écossais seront représentés par des députés. Et ce changement a été voulu notamment par le parti Whig, qui est majoritaire au Parlement, et ça va être une décision de la majorité parlementaire et non de la reine qui à l'époque était Anne Ier. Également en 1701, donc un peu plus tôt, on a l'Establishment Act ou acte d'établissement qui indique que le roi ne peut désormais plus être catholique et doit se conformer au culte anglican. Donc le Parlement va décider que la prochaine souveraine serait Sophie de Hanovre. Et donc du coup, clairement, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Le fait que le Parlement va avoir une influence directe dans la continuité du pouvoir. Bon, pour la petite anecdote, c'est tout simplement le fils de Sophie de Hanovre, parce que cette dernière était décédée à la fin du règne de Anne Ier, qui va prendre le pouvoir. Pour terminer, on peut dire que le Parlement, certes, il est de plus en plus puissant, mais il comporte notamment de nombreuses limites, notamment par rapport au fait que c'est une représentation partielle de la population. Seuls les riches vont avoir le pouvoir de voter et d'être représentés. Et également, on peut parler du fait qu'il y a tout simplement une corruption qui va être très très importante. Donc voilà un petit